RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices, comme d'habitude on se retrouve à 13h dans votre émission Les Masques Tombent. Alors hier on parlait du domaine artistique avec l'artiste J. Pellini et aujourd'hui je reçois Monsieur Grand-Girard, le président de l'association ADC France à Nancy. Pour revoir l'interview, direction sur notre chaîne YouTube ou podcast sur le site internet RCN. Bonjour Monsieur Grand-Girard, merci d'être là, comment allez-vous ? Mais ça va très bien. Merci encore. Alors, l'association ADC France, c'est une association de défense des consommateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en quoi elle consiste ? Bien sûr. Alors, elle a été fondée en avril 79. Il y avait un groupe de consommateurs qui voulaient se regrouper et puis ils ont décidé de créer une association. Et puis, on est à, vous faites le calcul vous-même, à 43 ans d'existence. Ouais. Donc, ça commence à faire. Ouais. Et moi, je suis dans l'association, je suis rentré comme bénévole en 83 et je suis président depuis 94. Mmh. Et pourquoi tout simplement avoir décidé de rejoindre cette association en tant que bénévole d'abord au début ? Alors ça, c'est une bonne question. En fait, j'étais en déplacement professionnel pour quelques mois à Clermont-Ferrand et j'ai une concession automobile qui a tenté de m'arnaquer. Puis ça m'a pas plu. Donc j'ai préparé un dossier pour agir. Et je suis allé me renseigner. Et là, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, vous devriez aller dans une association parce que, a priori, vous avez la capacité de pouvoir aider. Et puis, j'y suis arrivé en avril 83, puis j'y suis toujours. Et en 94, donc, vous êtes devenu président. Oui. Pourquoi avoir choisi aussi, donc, d'abord en tant que bénévole, et pourquoi vraiment de tenir la présidence alors de cette association ? Ça, c'est les aléas du bénévolat. Vous avez des postes. J'étais vice-président à l'époque. Et puis, le président de l'époque n'a pas souhaité, pour des questions personnelles, garder le poste. Donc, il m'a proposé, j'ai accepté. Ça, c'est vraiment la vie naturelle d'une association, ça. Et depuis du coup 83, maintenant on est en 2022, est-ce que c'est une association qui a vraiment pris de l'ampleur ? Est-ce que c'est une association qui est conséquente maintenant pour cette défense des consommateurs ? Alors, on a maintenant on est indépendant de toute structure ou organisme depuis octobre 2014. Et dans le concret, on est la première association de consommateurs de Lorraine. Et on a dépassé les 3700 adhérents, pour vous donner une idée. Donc, on a un poids réel dans le travail qu'on fait. Et surtout, on a des spécialités que je pourrais vous expliquer après, où on est les seuls en France à faire. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées, comment... alors vous dites que c'est un petit peu les aléas aussi, vous êtes... Parce que tout simplement, vous avez vécu vous avez eu besoin de cette défense que vous êtes retrouvé dans cette association. Comment on fait sinon autrement pour y être membre ? Alors là, il y a plusieurs possibilités, évidemment. Là, vous avez... il y a des personnes qui adhèrent à l'association, soit parce qu'ils ont un litige et ils ont besoin d'être informés, en sachant qu'on a une politique depuis la création, c'est que l'information juridique est libre. En clair, on n'est pas obligé d'être adhérent pour avoir l'information. C'est important, l'accès au droit doit être répandu, surtout avec la société où on est. Oui. Et c'est extrêmement complexe et on le voit tous les jours avec les modifications qui sont publiées au journal officiel. Ça devient un complexe. Et puis la deuxième chose, il y a des personnes qui nous soutiennent par soutien, on va dire, entre guillemets, politique par rapport aux actions qu'on mène. Donc, et puis, vous avez troisième catégorie, c'est des personnes qui ont un peu de temps libre et qui peuvent éventuellement nous aider. Alors, si on a des connaissances de droit, c'est mieux, parce que c'est quand même la base de notre travail. Surtout qu'on a un secteur d'activité, parce qu'on peut vraiment parler d'un secteur d'activité, qui est le droit classique de la consommation. Et on est là, soit dans des dossiers papier, avec des commerçants locaux, et puis on a l'autre spécialité où là on est les seuls à faire, c'est des litiges liés au monde Internet. Parce que alors c'est un monde devenu un monde à lui tout seul. Oui. Et les auditeurs ne le savent pas, mais on a dépassé en volume les 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires fait par Internet en France. Donc, il est normal que dans cette masse gigantesque d'achats, il y ait des litiges qui apparaissent
avec des gens qui sont sérieux et d'autres qui le sont moins. Alors on retrouve aussi notamment plusieurs solutions dans votre association et cette problématique de donc comment gérer un litige. Je sais que c'est une grosse question qui demande du temps pour y répondre, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer non, comment... c'est pas si compliqué Non. que ça. Alors, il y a déjà un principe fondamental, c'est que le temps est un ennemi du consommateur. Si on a un problème avec un commerçant et qu'on vient le voir 6 mois après, on est moins crédible que si on réagit rapidement. Oui. Si on y vient 1 an après, c'est même pas la peine de faire. Ça veut dire qu'on gère pas ses dossiers, pas ses affaires, comme on disait dans le temps, et ça veut dire que le commerçant n'a pas grand chose à faire. C'est beaucoup plus difficile à régler un dossier à l'amiable quand on le démarre 1 an après les événements Oui. que quand ça a lieu, quand on commence à bouger, on va dire 15 jours ou 1 mois après l'événement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que avec toutes les nouvelles technologies qu'on a à notre disposition, il y a des réflexes qu'on a perdus ou qu'on est en train de perdre, qui fait que dans le travail qui doit être fait par le consommateur, il y a une partie qui n'est pas faite. Et notamment, on a les mails, on a le téléphone, on a un tas de choses à notre disposition. Mais le Code civil impose des règles. Mais on voit bien comment le système évolue. On a des consommateurs qui nous disent « j'ai envoyé 15 mails, j'ai téléphoné 20 fois ». Pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, on arrête. Je veux dire, si au bout de 2 appels téléphoniques, on a fait des promesses qui ne sont pas tenues, on a envoyé 3 mails, on dit oui, on va agir et que c'est toujours pas fait, c'est que la personne n'a pas la volonté de vouloir faire. Donc là, il faut arrêter à un moment donné et faire une lettre recommandée avec accusé de réception. Mais Pour dater. Du coup, les gens n'ont pas cette initiative de faire cela. C'est ça. On a perdu le réflexe parce que la lettre en recommandée avec accusé de réception, elle va pas régler d'office le problème, mais elle va le dater. Oui. Et on aura une date Axé. certaine que le commerçant ou le professionnel a eu connaissance du litige à un moment donné T. Et c'est le point de départ du démarrage du litige, en fait. Donc, il faut le faire de façon certaine. On laisse 15 jours, 3 semaines. Pourquoi 15 jours, 3 semaines? C'est que le délai de présentation de la lettre par la poste, c'est 15 jours. Donc, un commerçant a 15 jours. Et pour retirer, le professionnel a 15 jours pour retirer la lettre. Donc, il faut laisser entre 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Si au bout d'1 mois, ça n'a pas bougé, ou qu'il y a eu un refus, là, on peut nous contacter. Donc là, on a un dossier qui peut être ouvert, et on va avoir quoi? Le contrat ou le bon de commande ou le devis. On va avoir les mails envoyés si c'est une commande par Internet. On va avoir la lettre recommandée qui a été envoyée, la réponse, et on va pouvoir donner les informations au consommateur pour lui dire si quelque chose est jouable ou pas au niveau du litige lui-même. Parce qu'il y a des fois, on ne peut pas faire. Il y a des fois, il n'y a pas de solution. Le dossier est perdu, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Donc, on va faire un examen critique du dossier, et après, on pourra intervenir auprès du professionnel. On enverra un courrier, voire une lettre de relance si on n'a pas de réponse, et après, c'est la phase judiciaire. Donc, c'est pas si compliqué que ça. En fait, il faut rapidement, quand on constate le problème, contacter. Alors, dans une phase amiable, une vraie phase amiable, téléphone, 1 fois, 2 fois, un mail, 1 fois, 2 fois. Si ça n'a pas réglé le problème, là, c'est d'être recommandé. On laisse 1 mois. Et en cas de non-réponse ou de refus, on nous contacte. Il faut juste suivre ses affaires. C'est surtout une question de temps, donc vous venez de l'évoquer. Oui, pour gérer mais le le litige. temps, ça doit être géré aussi. Je sais qu'on est dans une société. C'est bien ça notre problème, d'ailleurs. Et le problème qu'ont les consommateurs, c'est qu'on accélère de plus en plus le temps dans sa vie quotidienne, dans tout ce qu'on fait, sauf que les actes essentiels, on les perd de vue. Et on va prendre un exemple très concret. Il y a au moins 1/4 des problèmes qui seraient évités si le consommateur avait pris le temps de lire avant de signer. Chose qu'on ne fait plus maintenant forcément. Moi, quand on si. signe. De tout lire vraiment. Ah, je lis le contrat. Mais c'est comme partout, il y a des astuces. Vous avez un contrat à signer. Vous commencez par lire les exclusions. Pas les garanties. Les exclusions. Si dans les exclusions, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, n'allez pas plus loin. Oui. Et vous n'avez pas besoin de lire 30 pages de conditions. Si vous voyez qu'on vous exclut, et on était tombé, nous, par exemple, sur un contrat d'assistant, je ne vais pas donner de la compagnie, c'est pas important, mais c'est le principe.
c'est un contrat d'assistance en cas de panne de voiture. Mhm. Et on a noté avec étonnement que le contrat ne s'appliquait pas aux femmes enceintes de plus de 7 mois. C'est dans les conditions générales. Mhm. Alors on a fait un courrier à la compagnie pour demander. Ils nous ont expliqué que c'était une erreur de leur part et que ça s'appliquait aux avions. Oui, mais c'est pas un contrat d'avion qui était proposé, c'était un contrat de voiture. En fait, ils avaient pris un contrat d'avion qu'ils avaient transposé, mais ils n'avaient pas relu. Donc ils avaient laissé l'exclusion. Mais moi, je signe pas un contrat comme ça. Oui, bien sûr. Ou je leur demande de me supprimer. Mais comme c'est ce qu'on appelle un contrat d'adhésion, on est obligé d'être d'accord avec le contenu. Si on n'est pas d'accord avec le contenu, on ne le signe pas et on s'évite le problème. Donc en fait, c'est souvent en amont qu'on peut désamorcer le problème. Et il y a un autre exemple que je peux donner aux auditeurs. On a des travaux à faire chez soi. L'artisan, alors on a une problématique qui émerge, c'est des pénuries. Il y a des produits qui manquent. C'est comme ça, c'est le fonctionnement économique qui n'est pas particulièrement harmonieux. Si on a fixé les conditions avant de signer avec l'artisan ou l'entreprise, et qu'on leur dit, vous avez prévu de finir les travaux quand ? L'entreprise s'engage par écrit, à finir les travaux pour telle date. Les recours commencent à partir du moment où des promesses sont faites et ne sont pas tenues. Et ça n'a pas mis de date. Alors la loi a prévu, je le fais de façon schématique, mais la loi a prévu le cas là. Mais c'est plus fort si c'est indiqué par écrit. Il faut toujours faire écrire. Je promets la lune. Eh bien, vous m'écrivez, je promets la lune. Et si le professionnel qui est en face de vous ne veut pas signer ou ne veut pas écrire, je promets la ligne, eh bien, on signe à la lune, je ne signe pas. Et on s'évite le litige. Alors ça, vous venez de nous expliquer comment on gérait du coup un litige. Et vous avez aussi ce dispositif de changement de banque dont vous parliez sur votre site internet, dans votre plaquette. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi un petit peu plus ? Alors, on a une amélioration sensible dans le fonctionnement bancaire pour les consommateurs, parce que il a été pris conscience au niveau de l'État que les clients étaient plus ou moins captifs, entre guillemets, des banques. Ce qui veut dire que, techniquement, on avait du mal à pouvoir changer de banque facilement. Et alors, du coup, il a été mis en place des dispositifs qu'on appelle de la mobilité bancaire. Alors, il y a un article sur le site qui permet on a un site internet ADC France qui donne les conseils pratiques, comment s'organiser, parce que c'est un petit peu compliqué quand même. Et la mobilité bancaire, en fait, ça consiste à dire, je suis dans la banque A, mes relations avec la banque ne me satisfont pas et je vais aller chercher un concurrent. Alors, on va appliquer quelques principes de base. D'abord, on ne va pas prendre une seule banque, on va aller voir 3 banques qu'on va mettre en concurrence. Toujours faire jouer la concurrence. Ça, c'est le premier principe. Et puis, on va dire, tiens, dans la banque B, je prends la banque C et D dans mon exemple. Dans la banque B, on me propose ça, et ça, on dit ça à la banque C. Donc, on fait jouer pour essayer d'avoir des relations bancaires qui correspondent à ce qu'on cherche et de ce qu'on a besoin. Parce que chaque personne a son profil. Si vous êtes retraité, vous avez moins des choses que vous avez moins besoin. Si vous démarrez une activité, l'activité et que vous venez de finir vos études ou que vous rentrez dans la vie active, vous allez avoir des besoins d'équipement, il y a peut-être l'achat du premier appartement ou de la première maison à faire. Donc, c'est pas du tout le même profil bancaire entre quelqu'un qui a 30 ans et une personne qui en a 70. Les besoins ne sont pas les mêmes. Mais la fâcherie avec la banque peut être la même, par contre. Donc, il faut déterminer un petit peu ce qu'on a besoin. Et puis, une fois qu'on a ça, on fait le tour des banques dans le quartier ou dans la région où on est et on les met en concurrence. Et on prend celle qui correspond le mieux et qui nous a le mieux accueillis. Là, on a déjà éliminé une partie des problèmes. Et puis, une fois qu'on a décidé d'ouvrir le compte ou les comptes, on va demander à la nouvelle banque de mettre en route la mobilité bancaire. Ça veut dire que la banque d'arrivée va s'occuper des prélèvements automatiques, etc., pour mettre d'aplomb et qu'il y ait le moins possible de problèmes dans la mutation d'une banque à l'autre. Et il peut être transféré sans frais, les comptes de dépôt, les livrets A, etc.
Par contre, c'est là que ça se complique un petit peu, les autres produits d'épargne comme le livret, les CEA, le compte d'épargne en action, les PEL, etc., là, ça rentre pas dans la mobilité, entre guillemets, gratuite prévue par la loi. C'est parfois compliqué à obtenir. On a des adhérents qui ont attendu 3 à 4 mois le transfert. C'est long. Et dans presque toutes les plaquettes tarifaires des banques, il y a des frais en cas de transfert. D'où l'intérêt de regarder et de lire les plaquettes tarifaires et puis éventuellement de demander à la nouvelle banque si elle est d'accord pour prendre en charge toute ou partie des frais que vous avez supportés du fait que vous apportez de l'argent dans la nouvelle banque. Une banque, c'est un commerçant. Et c'est un commerçant important pour nous, mais c'est un commerçant. Donc, on peut négocier avec lui. Et ça peut être une prime d'accueil si on arrive à faire prendre en charge. C'est pas obligatoire, c'est de la négociation. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Mais on a cette mobilité bancaire qui existe et qui simplifie quand même la mutation d'une banque. Ici, on a une situation qui s'est dégradée. Il ne faut pas rester, si on est fâché avec son banquier, il ne faut pas rester dans la banque, évidemment. La deuxième chose qui est importante dans le cadre de la mobilité bancaire, il faut faire attention aux chèques ou aux sommes qui sont dehors, qui ne sont pas encore débitées du compte. Parce qu'on peut se retrouver avec un compte qui est fermé et un chèque qui arrive 3 mois, 4 mois, 5 mois après la fermeture. Ennui garanti. C'est émission de chèque sur compte clôturé. Il y a les frais, il y a une mise en demeure sévère de la banque qu'on a quittée. Enfin, je veux dire, il vaut mieux laisser à la limite le compte ouvert avec la provision pour couvrir les frais qu'on peut avoir ou les dépenses qui sont engagées mais non débitées, plutôt que de fermer le compte et puis de dire, bon, ça y est, c'est réglé, je suis dans la nouvelle, tout se passe bien et l'affaire est finie. Il faut surveiller de près. De toute façon, il faut regarder ses comptes et surveiller ses comptes quand même. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et on parle aujourd'hui dans les masques tombent de l'association ADC France. Je suis toujours avec Monsieur Grand-Girard qui en est le président. Alors un point qui est aussi important au sein de l'association, c'est qu'on peut faire un don, c'est-à-dire qu'on complète du coup un bulletin au dos de la revue et qu'on peut bénéficier d'un reçu fiscal. Absolument. Comment ça se passe comme ça? Alors si vous pouvez nous expliquer. Alors en fait c'est simple, il y a l'adhésion qui est de 35 ou 47 € avec l'abonnement à la revue. Et puis, dans la pratique, si les personnes souhaitent soutenir notre action, ils peuvent faire une somme complémentaire. Et là, on établit le reçu fiscal, puisque là, c'est vrai un don qui correspond vraiment à un soutien moral à l'activité de l'association. Oui. Et on en parlait un peu hors antenne. Vous me disiez que du 20e au 21e siècle, c'était les litiges étaient traités d'une façon assez différente, ou les litiges étaient assez différents. Du coup, selon les années qui passent et notre époque, les litiges sont différents alors. Pas tant que ça. En fait, on a une recrudescence des litiges, alors que ce soit ce que j'appelle l'ancien monde ou le nouveau monde. L'ancien monde, c'est, on va dire, grosso modo, jusqu'en 2005. On a l'émergence de la DSL en 2003 et le début de l'e-commerce. Mais, je veux dire, dans des stades embryonnaires où les sites marchands, avec la puissance de la DSL, peuvent, parce que les auditeurs se rappellent pas, mais avant 2003, on était à 52 kilos secondes. Oui. On est en méga, voire plus. Et on était en kilosecondes. Donc, il y avait déjà des sites marchands, mais très peu. Et il fallait télécharger une page. Enfin, je veux dire, c'était des fois la galère. On n'avait pas de débit, évidemment. Donc là, quand la DSL est arrivée, on est passé de 52 à 512. On a multiplié par 10 la rapidité. Alors pour nous, on avait l'impression d'avoir une Formule 1. 512 kilos, on avait l'impression d'avoir une Formule 1 entre les mains. Oui, mais ça a permis le démarrage de l'e-commerce. Et jusque dans cette période-là, on avait des litiges classiques de droit de la consommation, des achats que les personnes faisaient dans les commerces ou de vente par correspondance. On avait nos gros catalogues de la Redoute et d'autres sociétés et qui nous arrivaient. Et c'était le mode de fonctionnement. Ça, c'est ce que j'appelle l'ancien temps, l'ancien monde, où on faisait physiquement, je dirais, soit dans les magasins, soit à distance, mais avec des choses qu'on recevait, etc.
L'e-commerce, c'est la dématérialisation de notre société. Oui. On fait ça chez soi, on est dans un bus ou dans le train, on veut commander sur Internet, voilà, ça va. Partout, à tout moment. Partout, c'est ça. Sauf que on peut rien réellement vérifier. On a un site Internet, il est bien construit, il y a en apparence toutes les informations utiles, sauf que tout est faux. Comment on le devine si on ne va pas faire des recherches approfondies? Ça veut dire qu'on s'est recherché et faire de la recherche par rapport à Internet. Tout le monde ne sait pas faire ça, et de loin. Ça veut dire qu'on sait détecter les anomalies qu'il y a sur un site. Vous avez un site Internet, vous n'avez qu'un numéro de portable. Méfiance. Oui. Vous n'avez pas de numéro de téléphone et pas de mention légale ou de conditions générales de vente. On n'achète pas. Mais qui va vérifier que les mentions légales y sont, que les conditions générales n'y sont ou n'y sont pas, va vérifier 2 ou 3 ingrédients. Si je dis à l'antenne qu'il faut vérifier le WHOIS, pour 95%, voire plus, ça dit rien à personne. C'est une clé de la recherche sur Internet. C'est de l'anglais, évidemment, parce que Internet, c'est anglais. Oui. Ça veut dire qui est en anglais. Oui. Sauf que le WHOIS, c'est l'équivalent d'une carte d'identité d'un site Internet. Et il y a des sites Internet qui donnent le descriptif du WHOIS. On vous dit, le site Internet, il a 10 ans d'existence. OK, sauf que découvrez qu'il a été créé il y a 15 jours. Vous n'allez pas plus loin. Vous savez déjà que c'est une arnaque. Rien que par ça. Et vous risquez d'avoir des problèmes. Donc en fait, les réflexes qu'on avait pu avoir dans l'ancien monde, on les a plus dans le nouveau, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc ce qui fait que pour les escrocs et les gens malhonnêtes, c'est un terrain de chasse qui est sans limite, et on voit bien avec les dossiers qu'on traite, parce qu'on a cette activité de recherche sur Internet qui est très active, et qu'on fait sur différents produits, entre guillemets, mais dans les dossiers classiques, on a de plus en plus de litiges liés à Internet. Alors avec les confinements et la Covid, alors évidemment, ça n'a pas baissé. Mais repli sur soi et être chez soi, on pense plus à faire ça. Avec en plus des outils qui nous sont personnels, donc on est moins méfiant. C'est nous qui allons chercher l'information, on nous la donne, mais c'est nous qui sommes à l'origine de la recherche. Et c'est pas comme quand on est en ville qu'on veut aller essayer de trouver un produit, on va faire 1, 2, 3 magasins avant de faire l'achat. On a un site Internet, mais si on avait lu, par exemple, les conditions générales et qu'on découvre que le site est soumis à la loi de Dubaï, de Singapour ou du Delaware, qui est un paradis fiscal, ben on va pas acheter. Oui. Si on n'a même pas le nom de la personne, on fait pas non plus. Et puis alors, il y a des techniques de recherche que les gens ne savent pas. On a une photo, par exemple, dans Google, sur un site Internet. On peut faire une recherche par image. Oui. Et on va trouver le même produit en vente sur AliExpress, donc qui est un site chinois, ou Amazon 10 fois moins cher. Pourquoi aller acheter sur un site où on va payer? Oui, bien sûr. On va chercher, si on veut vraiment le produit là, alors attention, c'est les sites chinois, prudence et méfiance. Il y a beaucoup de problèmes dessus. Je parle pas d'AliExpress, parce que ça, c'est un gros site sérieux, mais il y a plein de petits sites autour, et on peut avoir des soucis avec ses achats sur ces sites. Il y a des valeurs aussi, si on parle vraiment de l'association, il y a des valeurs qui sont fondamentales, donc c'est vraiment le souci de la proximité qui est une priorité pour l'équipe, et aussi forcément dans une défense des consommateurs, c'est le contact humain qui est essentiel aussi. Alors, on a mis en place tout un dispositif pour aider les consommateurs. Alors, première chose, on a le site internet avec les adresses mail, on a le téléphone, et on a aussi une permanence qui actuellement, c'est le mercredi entre 14h30 et 16h30 à Nancy, sur rendez-vous. Avec le Covid, c'est un peu compliqué. Mais on a aussi ouvert des antennes dans les Vosges, en Meurthe-et-Moselle, etc. Donc on a des lieux d'accueil pour que les consommateurs puissent venir nous rencontrer et discuter. Est-ce que vous pouvez préciser l'adresse pour les auditeurs RCN au niveau des locaux à Nancy? Alors, on est 3 rue Guerrier-de-Dumas à Nancy. C'est entre la place Carnot, où il y a la foire attractive, et la place Zombal, où il y a la caisse d'épargne et le lycée Poincaré. Donc, en fait, c'est assez facile à trouver. Et alors, il y a un point de repère qui est connu, je suis très étonné. D'au moins la moitié de Nancy, il y a un gros laboratoire d'analyse médicale qui fait langue avec la rue Stanislas. Alors là, quand on donne, il n'y a même pas besoin de parler de la place Zombal
ou de la place Carnot, on dit c'est en face du laboratoire. Ah oui, je vois bien. Donc je pense ils ont déjà vu passer un très très grand nombre de Nancéens donc, et de gens de la banlieue. Et donc là, on leur donne l'adresse pour compléter. Et en fait, on est en face du laboratoire d'analyse médicale. Alors, il nous reste très peu de temps, il nous reste un peu plus d'une minute. Est-ce qu'on peut parler au niveau des projets et de l'avenir au sein de l'association comment vous y voyez l'avenir, en fait, au sein de ADC France? L'avenir, c'est qu'on va, je pense, développer des activités d'information encore plus importantes que le site, avec des thèmes, des sujets, etc., qui seront accessibles assez facilement, en définitive, et avec vraiment pour essayer d'augmenter les connaissances juridiques des consommateurs. Parce qu'on constate avec beaucoup de regrets que les réflexes juridiques se perdent, et il faut absolument que ça remonte parce que ça devient compliqué. Mais merci beaucoup à vous, en Merci tout cas, de l'invitation. Monsieur Guy Grangeur. Je rappelle que vous êtes président de l'association ADC France. Et donc, vous pouvez retrouver plus d'informations sur votre site internet. Merci de l'invitation. adcfrance.com. Et un grand merci à Thomas à la technique également. Et on se retrouve donc lundi. Je vous souhaite un très bon week-end et une très belle fin de journée. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org